Mercredi 12 juillet, et le vent se lève, furieux mais contenu, sous un ciel plombé. Plombé, ou sale, ou terne. Lumière brûlante, ou atténuée. Brûlante et atténuée, vous avez remarqué ? Hier, en traversant la lagune, d'un côté la mer, de l'autre côté de l'eau, et on ne voyait pas à 1 kilomètre. Une brume de chaleur, 20 heures, et il fait presque sombre. C'était très étrange. Mais bien évidemment, il y a toujours un c'est parce que qui traîne. Des masses d'air par-ci, des brumes par-là, du chaud et du froid, un orage en perspective. Oui, mais il n'empêche, tout était gris, comme en novembre, et on n'y voyait pas à 1 kilomètre en juillet. Alors bien sûr, le mental se cabre et cherche des termes de comparaison. Il cherche à expliquer. Et souvent d'ailleurs, le mental, il a gain de cause. Oui, bien sûr. Ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu. Mais le sentiment d'étrangeté demeure, vous ne trouvez pas ? La couleur du ciel. Est-ce que ça, mes amis, c'est l'été ? Oui, bien sûr, je parle de la France, je ne sais pas comment c'est chez vous au bout du monde, ou dans l'hémisphère sud, ou à l'équateur ou au tropique. Vous n'êtes pas très nombreux à ne pas être dans la zone géographique comprise entre l'Europe et le Québec, disons. Mais vos témoignages, bien sûr, sont toujours les bienvenus. Le soleil se serait déplacé. Vous m'avez dit ça, à la Réunion. La terrasse qui avait été construite exprès pour siroter l'apéro en plein devant le coucher du soleil. L'endroit où le soleil se couche en été ou je ne sais quand. Or, vous n'êtes plus en face. On m'a dit, oui, mais on oublie comment c'était, on oublie au fur et à mesure. Oui, mais dans le cas d'une construction, un plan destiné exprès pour jouir de la vue sur le soleil couchant, et que le point où le soleil se couche s'est décalé par rapport au bâtiment, qu'est-ce à dire ? Est-ce que ce sont de faux souvenirs ? De faux souvenirs architecturaux, voulez-vous dire ? Bien sûr, nous reconstruisons. La mémoire humaine est une perpétuelle reconstruction. Et c'est bien là-dessus qu'ils travaillent. J'ai vu un film il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu vraiment en entier, mais... Hypersomnia, ça s'appelle, ou Hypernarcose, enfin, un film italien, ça change un peu. Avec des moyens beaucoup plus petits que les films qu'on a l'habitude de voir. Et ça, rien que ça, c'était bien agréable. Et des têtes de gens qui sont manifestement ce qu'ils annoncent, hommes et femmes. Même s'il y a les poncifs, bien sûr. Le docteur Lévy. Je suis le docteur Lévy. Ouais, c'est une femme très sexy. Et c'est un peu futuriste, donc elle a sa blouse de médecin, mais blouse costume, je sais plus exactement, tailleur, enfin le truc. Vous voyez bien, assis sur le bord du bureau, jambes croisées avec des talons hauts, le style, quoi. En tout cas, c'est une prison, et ça vous rappellera sans doute Minority Report, avec les emprisonnements préventifs. Là, c'est pas préventif, mais ils sont mis dans des sarcophages et ils dorment. C'est ça leur peine, ça coûte moins cher que de les nourrir. Bon, c'est très techno quand même. Ils sont sous terre, comme ça, dans un lieu retiré, un peu dans les montagnes. Et c'est le médecin qui est en charge de ça, qui finalement se trouve être mêlé à un truc, et on ne sait pas vraiment ce qui est la part du rêve et de la réalité, on ne sait plus à force, j'ai même pas bien compris la fin du film, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils se réveillent, on leur rappelle les faits. Et ça cadre pas du tout avec ce dont les gens se souviennent. Et il y a toute une partie où on ne sait pas si le gars reconstruit le passé ou pas, il y aurait un complot. Il y aurait un complot. C'est-à-dire que les gens gênants ont été accusés à tort d'avoir causé un truc qu'on a un petit peu forcé, quoi. Donc on sait plus, on devient complètement parano. En vous le racontant, je me dis mais qu'est-ce qui est vrai dans toute cette histoire où le mec met au jour ce complot. Et donc ce complot, ça ferait partie de ces faux souvenirs de rêve. Enfin bon. Mais en tout cas, il y a une procédure. Au moment où le sujet est en onde alpha ou θ, peut-être de très grande réceptivité, suggestivité, on lui, entre guillemets, rappelle les faits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le réveille, à intervalles réguliers, on l'engramme avec des choses qui sont vraies ou pas vraies, mais qui n'a pas de moyen de savoir, puisque le reste du temps, il dort. Donc réalité, souvenir et rêve se mêlent jusqu'au moment où les gens ne savent plus qui ils sont. Et je me dis qu'il y a une vérité dans ça, avec la mémoire.
avec la façon dont ils altèrent le passé constamment. Un passé qui s'appuie sur une histoire dont ils ont eux-mêmes rédigé la version autorisée. Bien sûr que la mémoire humaine est une constante reconstruction. Et c'est d'ailleurs, grâce à cela qu'on peut voyager dans le passé pour nettoyer certaines des choses qui ont eu des conséquences. C'est ça le voyage temporel. Alors c'est pas parce qu'on y va qu'on peut tout régler en une fois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On règle des choses l'une après l'autre, et comme c'est un processus non mental, on ne règle pas forcément ce qu'on veut régler. Mais pour moi, il est clair que j'ai vu des effets de ce voyage temporel, qui consiste à revisiter un souvenir, et volontairement en transformer la fin, par exemple. Il y a un exercice spirituel ou énergétique, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qui consiste à passer sa journée comme ça, à rebours ou pas, mais et à déterminer les événements qui ont été difficiles, qui ont eu une conclusion qui n'était pas du tout satisfaisante, et à prendre ce moment, comme par exemple une dispute qui se termine sur une violente rupture, quel que soit le type de rupture bien sûr, et de reprendre ça et de réécrire le scénario et de s'y voir et de voir quels mots il aurait fallu, comment. Alors bien sûr, c'est pas forcément la réalité, c'est la façon dont nous voyons les choses de notre point de vue. Si l'autre reconnaît ses torts parce que nous pensons que lui il est en tort, tout ça, et que voilà quelque chose se passe au mieux et que la dispute a peut-être lieu, mais elle ne se termine pas comme elle s'est terminée dramatiquement dans la réalité, elle se termine sur une conciliation. Et ça, bien sûr, certains d'entre vous peuvent penser que ça n'aura aucune conséquence dans la réalité quand nous verrons le lendemain la personne avec qui nous sommes si violemment pris de bec. Mais très souvent, il se passe des choses. Soit la situation est rattrapable et cette personne, de façon incompréhensible, vient vers nous alors qu'elle était fâchée à mort. Soit la situation n'est pas rattrapable avec ce personnage et pour une raison ou pour une autre, cette personne disparaît de notre champ visuel. Soit que c'est un collègue et il est muté, ou vous voyez, des choses un peu comme ça. Parfois c'est quasiment miraculeux. Miraculeux parce que nous ne comprenons pas comment ces choses fonctionnent. En vérité, elles partent de notre cœur. Si nous faisons cet exercice spirituel, et s'il est vraiment un exercice spirituel, c'est parce que l'intention de notre cœur est la conciliation, la réconciliation, et l'expression de l'amour dans son sens le plus vaste en toute chose, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre, la bienveillance, des qualités vraiment essentielles, profondes, que notre personnalité complexe et bancale ne permet pas toujours d'exprimer vraiment. En réalité, c'était de foi que je voulais vous parler. Non, pas la ville de foi, quoique vous vous y reconnaîtrez. Tu t'y reconnaîtras, n'est-ce pas? La foi. La foi n'est pas une bonne raison de croire à l'incroyable. C'est même presque le contraire. C'est curieux que je doive encore dire des choses comme ça, parce que toi qui ressens ces choses, je n'ai pas besoin de te les expliquer. Et toi qui ne les ressens pas, que je te les explique en long, en large et en travers, et que je te fasse partager tout un tas de témoignages sur le vécu de la foi de moi-même ou d'autres, ne changera rien. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Les paroles qui s'adressent à l'intellect ne peuvent rien transformer, en tout cas pas profondément, pas durablement et pas sincèrement. Il n'y a que les paroles qui partent du cœur, qui arrivent au cœur. Et les paroles de vérité ne sont pas paroles de vérité parce que quelqu'un a mieux compris que quelqu'un d'autre, mais parce que l'essence de sa parole part du cœur, même si cette personne se trompe mentalement, intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement, même si elle se trompe. D'ailleurs, toutes nos vies, c'est ça, une erreur, une tentative, un essai, un réajustement. C'est pas d'avoir raison qui est important, c'est pas d'avoir tout compris qui est important, c'est de chercher, c'est d'avoir faim et soif, c'est d'avoir ce feu sacré en nous, qui nous donne envie de communiquer nos découvertes, de soulager celui qui tient encore moins debout que nous, et qui compte sur nous pour le relever. Et oui, on peut relever les autres même quand on est soi-même vacillant.
C'est exactement ça la condition humaine. Mais nous parlions de foi, n'est-ce pas? Non pas de la ville de foi, de la foi. Et je disais que la vraie foi n'est pas la bonne raison de croire à quelque chose. Donne-moi une bonne raison, disent ceux qui ne croient pas. Mais bien sûr que non, et surtout pas. La foi n'a rien à prouver. La foi en moi n'a rien à prouver et moi je n'ai rien à prouver. Si je ne peux pas rallumer le feu sous ta marmite de graisse stagnante pour la fluidifier et fluidifier tous les concepts englués dans cette énorme bassine de graisse figée, si je ne peux pas juste rallumer ce feu tout doux et bien chaud qui va remettre en mouvement les énergies stagnantes, alors je ne peux rien faire et je ne peux rien pour toi. Je ne peux pas t'amener à croire, toi qui ne crois pas. Je ne peux pas te donner la moindre raison de croire. La foi n'est pas une raison. C'est ça le plus drôle avec vous. Dans votre rhétorique, vous mélangez toujours les deux. Un peu comme les gens qui disent « je crois à la science ». Contradiction dans les termes. Ah, tu as la foi parce que tu crois que, parce que tu penses que. Non, je n'ai pas la foi parce que je crois ou parce que je pense. J'ai la foi parce que j'ai la foi. Parce que je suis vivante. Et justement, la foi ne s'explique pas. Elle ne s'explique pas avec tout ce qui nous vient du cerveau gauche, qui veut à toute force trouver des tenants et aboutissants, qui veut toujours relier des points entre eux. Cette fonction est très utile, mais il y a certains cas où elle est tout à fait encombrante. Ce besoin constant de vouloir réduire des choses compréhensibles à des fonctionnements qui finalement s'apparentent à des calculs de 0 et de 1. Pour ce qui est de la pure créativité de la vie, et je ne parle pas bien sûr de la procréation, je parle du processus vivant, d'adaptation extrême et de jaillissement de la beauté. Pour ce qui est des purs processus créatifs, ces calculs de 0 et de 1 sont une entrave. Ils n'expliquent rien, ils n'aident pas, ils détournent l'énergie pure de l'adoration du vivant. Non, je n'ai pas la foi parce que j'ai des bonnes raisons de l'avoir, même si mon vécu de la foi a pu renforcer ma foi. Justement par ces exercices spirituels faits parfois par devoir. Parce que bien sûr, on sait bien que quand quelque chose bloque en nous, il va nous être renvoyé par l'univers, c'est-à-dire par les autres, en plein dans la face. Donc quand on se confronte constamment aux autres et qu'on a l'impression que d'eux n'arrive que de la brutalité, c'est parce que nous avons à notre insu envoyé cette brutalité. Donc la clé est en nous. Mais c'est pas une posture confortable. Alors dans le secret de son cœur et dans l'intimité de sa chambre et dans l'obscurité de la pièce où on est allongé au moment de s'endormir, on fait ce bref petit exercice, Ho'oponopono, je te demande pardon. Oui, ça fait mal, ouais, c'est chiant, l'ego n'aime pas, le mental y répugne. Mais les résultats sont souvent à la hauteur quand c'est fait d'un cœur sincère. Il se passe des choses imprévues qui dénouent les situations. Et ça, bien sûr, le mental arrive toujours par derrière en disant « Oui, mais c'est parce que ça s'est passé au moment où, et tu vois bien que ça n'a rien à voir. » Mais dans notre petit cœur, au fond, nous savons que ça a tout à voir, et que là est notre vrai pouvoir. Cependant, dans ce qu'il nous est donné de vivre à présent, ou comme j'ai trouvé à le formuler, peut-être de façon approximative, mais les énergies sont devenues très lourdes, il nous faut redoubler d'énergie pour que ces petits miracles invisibles de notre cœur, de nos sentiments, ces petits miracles relationnels ou de synchronicité se produisent. Et comme par hasard de l'énergie, nous en avons de moins en moins. De moins en moins d'énergie mentale, émotionnelle, spirituelle, physique. Nous sommes écrasés. C'est un défi de plus pour les êtres spirituels que nous sommes. En réalité, la foi ne m'a pas été donnée clé en main, avec les explications et la preuve que la foi était utile, qu'elle était fonctionnelle, qu'elle était réelle. En réalité, c'est même tout le contraire. Comme toi, certainement, il m'a fallu chercher très longtemps, en aveugle, sans savoir même ce que je cherchais, parce que je savais que ce que désire mon cœur au profond
existe et que je suis là pour ça. Alors quand constamment j'ai entendu toute ma vie, de tout un tas de gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, que ici-bas il ne se trouvait rien de ce que nous cherchons vraiment, que ce soit les matérialistes ou les spirituels, ça se passe ailleurs ou ça se passe nulle part, mais en tout cas ici on est là pour souffrir. C'est une vision à laquelle je n'ai jamais souscrit, bien que, comme vous tous, j'ai eu mon lot. Non pas d'événements marquants et spectaculaires, mais de ces sentiments et sensations lancinantes, de ces vagues de désespoirs inexpliqués. Oui, inexpliqués jusqu'à un certain point, bien évidemment. Il y a un moment où on comprend. On comprend jusqu'à quel point on n'a pas pu voir de quoi nous sommes faits, ce qui nous est vraiment arrivé et les conséquences réelles de ce qui nous est vraiment arrivé. Mais nous sommes bien évidemment bien plus que ce qui nous est arrivé. Et que même si on m'avait toujours dit que l'amour, le véritable amour n'existait pas, que les hommes sont comme ci, que les femmes sont comme ça, que c'est impossible, quelque chose en moi de très profond ne pouvait tout simplement pas accepter ces paroles. Je les ressentais comme anxiogènes, parce que mensongères, profondément mensongères. Et il y a tout un tas de trucs que j'ai pas encore vraiment démêlés, dont on me dit qu'elles sont comme ça, point final, et je les sens de même manière, mensongères. Petite interruption, bienvenue. Je sais plus ce que je disais exactement. Enfin, je ne sais plus quelle phrase j'avais laissée en suspens. Mais je n'ai aucune bonne raison et je n'ai jamais eu aucune bonne raison d'avoir la foi. Parce que la foi n'est pas une question de raison, de raisonnement. C'est ça, raison. La foi, ce qu'on appelle la foi, c'est notre lien le plus profond au vivant. Pas la vie organique. Le vivant, c'est un peu plus que ça. Ce que des fois on appelle la lumière intérieure, ou la vraie lumière. La vraie, celle qu'on ne voit pas avec les yeux, celle qu'on perçoit. Vous savez, c'est un peu la différence entre les yeux et le regard. Et c'est un peu comme si tout ce que j'étais amenée à vivre, presque tout, me prouvait que mon intuition est fausse, que le besoin de mon cœur est erroné, ou que même s'il était justifié, il est absolument impossible que les vrais désirs de mon âme soient comblés pendant mes jours sous le soleil. Oui, bien sûr, intégralement, comme j'aurais imaginé, tout ça, oui, c'est peut-être impossible. Mais là n'est pas la question. L'amour entre un homme et une femme est impossible. Il y a toujours des incompréhensions. La deuxième proposition est plutôt juste, il y a toujours des incompréhensions. Mais la première est un mensonge éhonté. Bien sûr que l'amour est possible. Mais pour ça, il faut peut-être déjà s'être voué à l'amour. Pas juste faire ça quand on a fini tout le reste. Pour la plupart d'entre nous, les blessures sont telles que la relation est exigeante. Elle exige un engagement à plein temps. Quand je dis engagement, c'est pas forcément le mariage, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont engagés dans un quotidien et dans une vie matérielle avec un conjoint, mais qui ne sont pas engagés spirituellement et affectivement. Ils restent très en retrait, ils se cantonnent au quotidien, au dialogue, à la sexualité, mais jamais on ne rentre en profondeur. Dès qu'il y a le moindre risque d'aller toucher les tréfonds de l'autre, on se recule prudemment. Et quand on part travailler le matin, qu'on s'éreinte au travail, qu'on se détend avec les potes au comptoir du bar PMU ou dans des trucs plus sélects, il reste pas beaucoup d'énergie émotionnelle, mentale, spirituelle à mettre dans la relation. Encore plus quand on a une vie de famille. Tout est accaparé. Ça passe tellement au second plan. L'expérience statistique nous dit que oui, l'amour est impossible. L'entente est impossible. L'accomplissement de soi est impossible. Oui, statistiquement, oui. Et comme nous sommes tombés d'accord, certains d'entre nous, pour dire que 80% des êtres incarnés sur Terre n'étaient pas ce que nous appelons véritablement des humains, c'est-à-dire finalement des gens guidés par une aspiration plutôt génitale interstitielle, pour ceux qui connaissent les classifications endocriniennes. S'il n'y a pas au moins une aspiration à ça, alors nous sommes menés par nos pulsions, par nos programmations mentales et par notre émotionnel,
qui lui-même relève de la programmation mentale. Donc nous ne sommes pas pleinement humains. Notre âme ne s'exprime pas par des pulsions et des comportements programmés. L'âme, c'est justement l'inverse. C'est la part de vie jaillissante, la vie qui improvise en toute beauté et en toute grâce. Alors on avait eu beau me répéter que ce n'était pas possible, que nous n'étions pas là pour ça. Et bien contre toute attente, j'ai découvert que c'était possible. Pas simple, pas facile, mais possible, plus que possible, beau et doux au-delà de mes espérances. Alors on pourrait dire qu'au moins une fois, ma foi a été récompensée, plus que récompensée, couronnée. Et bien sûr ce temps a été donné et il a été repris, ou plus exactement, il m'a été donné et il a fait son temps. Mais je ne suis pas résignée, pas plus après que avant. Quand je ressens au fond de moi que quelque chose n'est pas vrai, bien que ce soit une vérité sur laquelle s'accorde absolument tout le monde, je vous laisse vivre cette vérité limitante si vous la voulez vraiment. Ah oui, à partir de 40 ans ou 50 ans, on a forcément la vue de près qui baisse. Oui, c'est un fait, mais est-ce une fatalité? Est-ce que ça ne va que dans un sens? Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose? Et non, je ne me révolte pas. Ce n'est pas que je n'accepte pas les faits. Je n'accepte pas les limitations programmées. Comme celle qui dit que tous les hommes sont brutaux, sont des violeurs, ou que les femmes sont infidèles ou ci ou ça. Comment peut-on être aussi stupide? Et bien sûr, j'ai eu beaucoup plus de mauvaises expériences avec des hommes que des bonnes. Ça ne tient pas uniquement aux hommes. Ça tient à la rencontre fracassante de nos deux programmations limitantes. La foi n'est pas une bonne raison de croire à l'incroyable. C'est même presque le contraire. Comme toi, certainement, il m'a fallu chercher très longtemps, en aveugle, sans savoir même ce que je cherchais, parce que je savais que ce que désire mon cœur au profond existe